Un homme ne guérit pas une nation, vend Jovenel, pendant Jovenel, après Jovenel. La question actienne demeure, chaque époque haïtienne semble chercher son homme providentiel, un homme capable de réparer ce que les décennies ont détruit, un homme capable de vaincre la corruption, de restaurer l'autorité de l'État, de relancer l'économie, de réconcilier la nation avec elle-même et de redonner espoir à un peuple fatigué. Mais l'histoire nous enseigne une vérité brutale. Un homme ne guérit pas une nation. Les nations solides ne reposent pas sur des individus exceptionnels. Elles reposent sur des institutions fortes, sur une culture civique mature, sur une économie capable de produire de la richesse et sur une conscience collective suffisamment développée pour défendre l'intérêt général. La tragédie haïtienne réside peut-être précisément dans cette confusion permanente entre le destin d'un peuple et celui de ses dirigeants. Avant Jovenel, les fondements du marasme. Lorsque Jovenel Moïse arrive sur la scène politique nationale, les principales fractures du pays existent déjà. La faiblesse des institutions n'est pas née avec lui. L'effondrement de l'autorité publique n'est pas né avec lui. La corruption, l'impunité, l'exode des cerveaux, la dépendance économique, la pauvreté structurelle, la concentration des richesses et la méfiance envers l'État étaient déjà profondément enracinés dans la société haïtienne. Depuis des décennies, la République forme davantage des militants politiques que des citoyens. Dans une société où l'accès aux ressources dépend souvent de l'appartenance à un groupe, à un clan ou à un réseau politique, la survie remplace progressivement la citoyenneté. L'engagement politique cesse alors d'être un acte de conviction pour devenir un mécanisme de protection sociale. Le pays se retrouve enfermé dans un cycle où les crises alimentent la dépendance et où la dépendance alimente les crises. Parallèlement, une partie importante de l'économie nationale prospère justement grâce à la faiblesse des institutions. Lorsque l'État est faible, certains groupes économiques deviennent forts. Lorsque les règles sont floues, les privilèges deviennent plus rentables que la concurrence. Lorsque les institutions ne fonctionnent plus, les réseaux d'influence remplacent le droit. Ainsi se construit un système où la faiblesse de la République devient parfois un avantage pour ceux qui savent l'exploiter. Pendant Jovenel, l'espoir et ses limites. L'élection de Jovenel Moïse fut davantage qu'une victoire électorale. Elle fut un signal politique. Une partie du pays rejetait les élites traditionnelles. Les provinces, les campagnes et les régions longtemps oubliées cherchaient une autre voie. Beaucoup ont vu en lui un symbole de rupture, mais très rapidement, une réalité fondamentale est apparue. Même animé des meilleures intentions, un président ne peut pas compenser à lui seul l'absence d'institutions solides. Un homme peut impulser une vision, il peut initier des projets, il peut mobiliser l'espoir, mais il ne peut pas remplacer un système. Lorsqu'un État repose davantage sur la personnalité d'un dirigeant que sur la force de ses institutions, il devient vulnérable à chaque crise politique. Le destin national se retrouve alors suspendu aux qualités et aux limites d'un seul individu. C'est précisément ce modèle qui a montré ses limites. La question n'était pas uniquement celle de Jovenel Moïse. La question était celle de la capacité de la République à fonctionner indépendamment des hommes qui la dirigent. Après Jovenel, le pays pris au piège. Après l'assassinat du président, le pays n'a pas seulement perdu un chef d'État, il a révélé au monde entier l'extrême fragilité de ses structures. Depuis, Haïti semble prisonnière d'un étau.
D'un côté, des institutions affaiblies, de l'autre, des acteurs économiques, politiques et internationaux dont les intérêts s'entrecroisent. Le pays respire difficilement, sa marge de manœuvre se réduit, sa souveraineté apparaît souvent limitée. Ces décisions majeures semblent parfois influencer, ou négocier bien au-delà de ses frontières. Cette réalité nourrit une interrogation profonde, une conscience collective à elle seule. Peut-elle sauver Haïti lorsque des intérêts extérieurs participent donc directement ou indirectement à l'orientation de sa gouvernance? La question mérite d'être posée, car l'histoire montre que les interventions étrangères peuvent soutenir un pays, mais qu'elles ne peuvent jamais remplacer sa propre volonté nationale. Aucune nation ne se construit durablement par procuration. Le silence de la diaspora. Autrefois perçue comme une force d'équilibre, la diaspora haïtienne représente aujourd'hui l'une des plus importantes réserves de compétences, d'expertise et de ressources financières du pays. Pourtant, elle semble progressivement marginalisée. Son influence politique demeure limitée malgré son poids économique considérable. Elle finance la survie de milliers de familles. Elle soutient une partie importante de l'économie nationale. Mais elle participe peu aux grandes décisions qui déterminent l'avenir du pays. Plus inquiétant encore, son silence semble grandir. Pourtant, la diaspora n'a pas toujours été silencieuse. Durant plusieurs périodes de l'histoire contemporaine d'Haïti, elle a constitué une force de mobilisation importante. Elle a organisé des mouvements, financé des causes, soutenu des revendications démocratiques et porté la voix du peuple haïtien sur la scène internationale. Aujourd'hui, cette capacité de mobilisation paraît affaiblie, voire paralysée. Cette paralysie ne s'explique pas uniquement par la fatigue ou la désillusion. Une partie de la diaspora évolue dans un contexte où les débats migratoires, les politiques de contrôle de l'immigration et l'incertitude entourant certains statuts administratifs créent un climat de prudence. Aux États-Unis notamment, plusieurs Haïtiens ont le sentiment que toute prise de position politique visible peut entraîner des conséquences sur leur stabilité personnelle, professionnelle ou migratoire. Cette perception s'est renforcée au fil des années à travers les débats entourant l'immigration et les politiques restrictives mises en œuvre ou envisagées par certaines administrations, notamment sous la présidence de Donald Trump. Ainsi, de nombreux Haïtiens de la diaspora choisissent la discrétion plutôt que l'exposition publique. Ils continuent d'aider leurs familles, de soutenir l'économie nationale et de conserver un attachement profond à leur pays d'origine, mais leur engagement politique visible apparaît aujourd'hui plus limité qu'autrefois. La diaspora demeure présente. Elle est moins absente que prudente, moins indifférente que contrainte, moins détachée que préoccupée par sa propre sécurité et celle de ses proches. La fatigue, la désillusion et l'impression d'impuissance éloignent également progressivement de nombreux Haïtiens de la vie publique nationale. La diaspora continue pourtant d'envoyer des milliards de dollars vers Haïti, de soutenir ses proches, d'investir dans l'éducation de ses familles et de porter le pays bien au-delà de ses frontières. Son attachement à la nation demeure intact, mais une nation qui ne permet pas à sa diaspora de participer pleinement à sa réflexion collective se prive d'une partie considérable de son intelligence, de son expertise et de sa capacité d'influence. L'avenir d'Haïti ne pourra difficilement se construire sans cette force vive que représente sa diaspora, le niveau de formation et la crise de citoyenneté. Aucune démocratie ne peut être plus forte que le niveau de formation de ses citoyens. Lorsque l'éducation recule, les manipulations progressent. Lorsque la culture civique disparaît, les extrémismes prospèrent. Lorsque l'esprit critique s'affaiblit, les slogans remplacent les idées. Le véritable défi haïtien n'est pas seulement économique, il est également intellectuel,
culturelle et civique. Former des citoyens capables de comprendre les enjeux nationaux est aussi important que construire des routes, des écoles ou des infrastructures. Car les institutions ne sont finalement que le reflet de la société qui les produit. Quelle route pour la renaissance d'Haïti? La renaissance d'Haïti ne viendra probablement ni d'un homme, ni d'un parti, ni d'une intervention étrangère. Elle passera par une reconstruction lente de la confiance publique, par le renforcement des institutions, par l'émergence d'une citoyenneté consciente, par une économie qui récompense le travail plutôt que les privilèges, par une diaspora pleinement intégrée au projet national, par une souveraineté capable de dialoguer avec le monde sans renoncer à elle-même. Mais la question demeure entière. Comment reconstruire un État lorsque tant d'intérêts prospèrent sur sa faiblesse? Comment restaurer la citoyenneté lorsque la survie quotidienne devient la priorité absolue? Comment faire émerger une conscience nationale lorsque des forces économiques, politiques et géopolitiques influencent constamment la trajectoire du pays? Comment rebâtir la confiance lorsque les institutions ne parviennent plus à protéger les citoyens qu'elles sont censées servir? Et surtout, quelle route choisirons-nous pour changer notre destin? L'histoire nous enseigne qu'aucun peuple ne peut déléguer éternellement son avenir à des hommes providentiels, à des puissances étrangères ou à des groupes d'intérêt. À un moment donné, chaque nation est appelée à se regarder dans le miroir et à décider de ce qu'elle veut devenir. La renaissance d'Haïti ne sera ni rapide ni sans coût. Elle exigera du courage, des sacrifices, de la lucidité et une volonté collective capable de dépasser les clivages politiques, les intérêts particuliers et les divisions héritées d'Ouassituma. Dame Duger, Banawa, Shinze, car au-delà des gouvernements, des crises et des générations, la véritable question demeure. Sommes-nous encore prêts à construire ensemble la République que nous prétendons vouloir sauver? L'histoire des peuples enseigne une dernière leçon. La liberté se conquiert une première fois par le courage, mais elle ne se conserve que par la responsabilité. Je vous invite à réagir, car c'est ensemble que nous retrouverons notre chemin. Nirva Florence Bruno. Analyste politique, écrivaine, femme engagée pour une Haïti debout,